La Tunisie, berceau des printemps arabes de 2011, peut se targuer d'être le seul pays du monde arabe à poursuivre sur la voie de la démocratisation. Confirmation dans 4 jours dimanche, les Tunisiens éliront pour la 2e fois de leur histoire leur président ou leur présidente au suffrage universel. Mais cette dynamique semble parfois s'enrayer face à la crise économique, face au chômage des jeunes aussi. Il y a aussi le retour d'une élite issue de l'ancien régime. Avec nous pour en parler, Elias Jouini, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été ministre dans un gouvernement de technocrates. Après le départ de Ben Ali, c'était le prémisse de la transition démocratique. Vous êtes aussi professeur à Paris Dauphine en sciences économiques et en mathématiques. Nadia Chaban, merci d'être avec nous. Vous avez été députée en 2011 à l'Assemblée constituante, membre du parti El Massar. Nadia Chaban, de quoi ont besoin les Tunisiennes et les Tunisiens aujourd'hui ? Ça dépend à quel niveau. Moi, la question économique, elle est centrale et la question environnementale l'est également. Parce que je pense que jusqu'à maintenant, on a négligé tout cet aspect. Les populations se sont soulevées en 2011 pour des questions socio-économiques et jusque-là, ils sont dans l'attente d'une réponse et d'une alternative à proposer. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un projet qui soit porté et qui apporte un peu de perspective et d'espoir et ou une capacité de se projeter pour les gens, quoi. Vous êtes candidate non pas à cette présidentielle, mais aux élections législatives. Quel est votre programme d'un point de vue économique? Que comptez-vous faire pour sortir les jeunes du chômage, notamment les jeunes diplômés? Moi, je pense que la question, elle ne se pose pas en termes exclusivement de jeunes diplômés. Quel est le projet global dans lequel on veut s'inscrire aujourd'hui? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dissocier la question économique de la question environnementale. Quand vous dites l'environnement, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup le sujet en Tunisie. Quels sont les enjeux d'un point de vue environnemental? Justement, on a pris plusieurs décennies de retard sur ces questions-là. On a provoqué des dégâts irréversibles. Aujourd'hui, on s'achemine vers des transformations et on est un des pays les plus vulnérables et fragilisés de l'Afrique du Nord sur la question de l'eau et sur la question du réchauffement climatique avec des dégâts extrêmement importants. On a également un tissu économique qui n'a fait que participer à encore plus détruire une partie des ressources naturelles et des côtes. Et donc, pour moi, c'est indissociable. Ouais. Elias Jouini, la Tunisie d'aujourd'hui, de quoi elle a besoin pour décoller économiquement? Alors, je pense qu'elle a besoin d'une réduction des inégalités. Oui. Elle a besoin de plus de justice sociale. Les inégalités sont à la fois au niveau économique, au niveau social, des inégalités en matière de capacité à entreprendre, des inégalités territoriales, des inégalités environnementales. On voit des images quand vous allez à Tunis, vous allez à l'intérieur des territoires, vous n'avez pas les mêmes images. Et donc je crois que là-dessus, la première chose probablement à faire, c'est d'arriver à mobiliser l'ensemble de la population pour un grand projet de développement. Et on n'y arrivera pas si on ne réduit pas en même temps les inégalités. Tout à fait. Il y a la question du tourisme, soyons clairs, il est définitivement reparti en Tunisie s'agissant de cet été, quelques années après les attentats sur la plage de Sousse. Les hôtels de bord de mer ont fait le plein cet été. Pourtant, les caisses de l'État ne sont pas pleines et pour cause, le pays renoue avec ce qu'on appelle le all inclusive en anglais, tout compris. D'avant 2011, en 2011, on avait pensé à un tourisme alternatif en Tunisie, ça n'a pas forcément marché. Comment l'expliquez-vous? Je ne crois pas que l'on puisse dire que le tourisme a complètement repris. Il y a des hôtels qui sont pleins à 100%, mais tous ne le sont pas. Oui. De nombreux hôtels sont fermés ou ont fermé depuis 2011 et on est dans un modèle qui est un peu à bout de souffle, comme vous le disiez, donc le retour du all-inclusive. Et finalement, il y a quelques offres nouvelles qui se développent, beaucoup de maisons d'hôtes, etc., qui sont en train de se créer, mais il y a besoin de beaucoup plus. La Tunisie, de ce point de vue-là, a un potentiel énorme, que ce soit climatique, que ce soit archéologique, que ce soit culturel, que ce soit au niveau des paysages, mais il reste encore beaucoup à faire. Et là-dessus, on est resté finalement enfermé dans un modèle qui aujourd'hui est à bout de souffle. Nadia Chaban, je me souviens d'un slogan d'une maison qui avait appartenu au clan Ben Ali, en tout cas au clan Trabelsi. C'est devenu quasiment un mur où on s'exprimait. Il y avait écrit à un moment donné République islaïque de Tunisie, avec la jonction des deux mots, islam et laïcité. C'est un débat qui a fait rage il y a quelques années. Est-ce que vous avez peur d'une victoire du candidat d'Ennahda, le parti islamo-conservateur? C'est la première fois qu'il présente un candidat en la personne d'Abdel Fattah Mourou. Il n'y a pas un candidat islamiste. J'ai compté sur les 26 candidats, je crois qu'il y a à peu près 7
qui sont un peu islamistes ou dérivés de l'islam politique, en tout cas, qui ont... Et il y a à peu près... Cet homme est le mieux placé tout de même. Ennahda, c'est un des partis qui a gouverné avec Nida Tounes depuis des années. Il y a aussi l'ancien ministre Hamadi Jbeli, qui est aussi un frère musulman. Il y a également un dissident de Nahda. Donc il y a déjà 3 du parti lui-même. Et vous redoutez cela? Moi, je ne peux pas faire confiance à ce parti. Moi, j'ai vécu la cohabitation à l'intérieur de l'Assemblée constituante pendant les 3 années. Je me souviens encore du bras de fer qui a été engagé avec ce parti pour pouvoir aller jusqu'au bout du processus constitutionnel. Et s'ils ont cédé à ce moment-là, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est quoi l'alternative à ces deux? Oui. On voit bien que leur projet sociétal, il continue à être porteur de ces idées-là, porteur, et à chaque fois, d'ailleurs on le voit au niveau des problématiques qui se posent aujourd'hui au niveau de la justice, avec des juges qui sont complètement imprégnés idéologiquement et qui vont condamner des jeûneurs, des non-jeûneurs, alors qu'il n'y a aucune loi qui interdise en Tunisie, et des choses de cet ordre-là. Donc les ravages sont encore là dans la société. Et on a à peu près la moitié des candidats qui sont un peu dans ces logiques proches. Est-ce qu'il y a une alternative à ces 2 partis de gouvernement qu'on voit depuis maintenant plus de 8 ans en Tunisie, à savoir Nida Tounes, du défunt président Béji Caïd Essebsi, plutôt de centre-droit, on va dire, plutôt libéral, et ce parti islamo-conservateur Ennahda? Alors, je ne sais pas si on peut continuer à parler de Nida comme étant l'alternative à Ennahda, puisque Nida s'est décomposé au cours des années. Et donc, effectivement, c'est un parti qui a été incarné, qui a été créé, qui a été porté, et qui a porté également le président Caïd Essebsi. Aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs au nombre de candidats qu'il y a, que ce parti s'est désagrégé. Il continue à soutenir un candidat, mais ça n'est pas un candidat de Nida. Rien que ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Ils n'ont pas été en mesure de mettre en avant un candidat, même si, dans les nombreux candidats, plusieurs se rattachent ou se rapprochent de l'esprit et de Nida et en viennent. Alors, on le rappelle, la Tunisie qui mène sa transition démocratique avec un contexte international très dur depuis la chute de Mouammar Kadhafi en Libye. Il y a un conflit, une guerre civile en Libye, mais dans un pays voisin aussi, il y a en ce moment et depuis des mois un mouvement pacifique. Quelques mots seulement, Nadia Chaban, que vous inspire ce qui se passe en Algérie? Beaucoup d'espoir, moi, dans la région. On était un peu isolés dans ce cheminement vers une démocratisation de la société tunisienne et une émancipation d'un peuple. Et moi qui me sens extrêmement proche des Algériens... Vous y étiez en juillet, hein? J'y étais en juillet, et puis il y a tellement d'Algériens en Tunisie depuis tellement longtemps qu'il y a une proximité des 2 peuples. Je veux dire, que je suis heureuse qu'ils passent et optimiste, surtout que je les vois dans une forme de résistance pacifique extrêmement intéressante. Et je vois des jeunes porter aussi le débat sur des alternatives à construire. Et je trouve que c'est peut-être même plus intéressant qu'ils prennent leur temps, où nous, on a fait des erreurs en allant trop vite au départ. On a le sentiment tout de même qu'il y a une différence entre le cas tunisien et le cas algérien, c'est qu'en Algérie, c'est un véritable système. Certes, Abdelaziz Bouteflika est parti comme Zinedine Ben Ali est parti, mais que derrière, c'est tout un système, et notamment ce chef d'état-major, Gaïd Salah, qui s'accroche. Tout à fait. Alors, il y a à la fois de nombreuses différences. On n'a pas le même système politique et social. Et en même temps, beaucoup de points communs. Et j'avoue que moi, je regarde avec à la fois beaucoup d'intérêt, beaucoup d'admiration, ce qui se passe en Algérie, les débats qui se créent, qui se développent. Et j'espère également que les Algériens vont pouvoir continuer leur route vers plus de liberté. Et je crois que c'est, pour moi, en tout cas, un intérêt supplémentaire parce que je peux regarder ça un peu de l'extérieur, alors qu'en Tunisie, je l'ai vécu complètement de l'intérieur et donc, probablement avec moins de capacité d'analyse immédiate. C'est pas le même angle de vue. Il y a Khaled Drareni qui nous écoute attentivement, notre correspondant à Alger. Bonsoir Khaled, merci d'être avec nous. La Tunisie est-elle un exemple pour l'Algérie ? La Tunisie est un modèle très intéressant qui est observé par les Algériens depuis des mois et des années, surtout depuis le début de la révolution pacifique. La Tunisie s'achemine vers une élection présidentielle sans doute démocratique, et en Algérie, c'est tout le contraire qui se produit, puisque les Algériens manifestent chaque semaine
contre les élections présidentielles que le système actuel veut rapide et veut donc bâcler pour choisir certainement leur propre candidat, puisque en Algérie, on veut aussi presque le même processus que la Tunisie a connu. Certains partis d'opposition veulent une période de transition, d'autres veulent aussi une assemblée constituante. Vous savez, Mohamed, le printemps arabe n'est pas très populaire en Algérie, surtout avec ce qui s'est passé en Libye, au Yémen ou en Égypte. L'Algérie a eu le temps de faire sa révolution pacifique contre le 5e mandat. Et votre débat très intéressant me rappelle tous ces Tunisiens qui nous appelaient au début de la révolution pacifique en Algérie pour nous dire « Faites attention, ne tombez pas dans notre piège, ne laissez pas les islamistes récolter ce que la société civile et les démocrates ont semé ». Car comme en Tunisie, en 2011, la révolution pacifique en Algérie a commencé avec la société civile, avec les démocrates. Les islamistes n'étaient pas partie prenante, ils ont pris le train en marche, même s'ils restent encore très minoritaires. Merci beaucoup Khaled en direct d'Alger. Nadia Chaban, c'est pas trop lourd à porter depuis plus de 8 ans cette étiquette de laboratoire démocratique, d'exemple à suivre? Moi, c'est pas la question de l'exemple. Je trouve c'est un peu normal en même temps. Dans un processus avec un changement aussi radical, il faut du temps. Et donc, par contre, ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est de voir que des plus jeunes qui sont en poste aujourd'hui ramènent un peu l'ancien régime et s'abritent derrière comme s'ils avaient besoin de ça. Ouais. Comme si c'était ces personnes, s'ils avaient la capacité de changer les choses, ils l'auraient fait en leur temps. Mais c'est des gens du XXe siècle qui ne correspondent plus du tout aux attentes d'aujourd'hui, qui sont dans l'incapacité de se projeter et de projeter le pays dans les 50 ans à venir. Et c'est là-dessus que moi, ça me pose un vrai souci. Ça vous pose aussi ce problème? Je crois que malheureusement, la campagne ne nous a pas donné à voir un vrai projet de société. Voilà. Aucun candidat ne m'a semblé porteur d'un projet de société. Alors évidemment, tous dénoncent les problèmes, le chômage, les difficultés économiques, etc. Mais quel est le projet? Qu'est-ce que l'on veut faire ensemble? Et moi, je continue, puisque tout à l'heure, vous parliez de la polarisation de la vie politique, je continue à craindre, même si aujourd'hui le parti Ennahda se présente comme un parti islamo-conservateur, ça reste avant tout un parti islamiste qui a le logiciel islamiste, et s'il remporte les élections, notamment législatives, la Tunisie dans 5 ans ne sera plus la Tunisie d'aujourd'hui. Merci beaucoup Ilyes Jouini et merci Nadia Chaban d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. La présidentielle en Tunisie, c'est aussi à suivre en temps et en heure sur notre site internet tv5monde.com avec notre dossier Tunisie 2019.